je suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour, c'est Caro Caro qui vous parle et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil du yoga. Je suis ravie, vraiment ravie de reprendre le podcast après ces 2 mois d'interruption, dû à un tourbillon de choses à faire dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Et justement, c'est de ça dont on va parler, c'est comment accommoder sa vie avec le yoga, ou inversement, accommoder le yoga avec sa vie. Et vous allez voir que à travers cette thématique, on peut aborder beaucoup de choses. La première, c'est le temps. Je l'ai souvent exprimé dans le podcast, je l'ai beaucoup dit aussi à mes élèves en cours ou pendant les ateliers. La difficulté, c'est de pouvoir accommoder du temps, donner du temps pour pratiquer le yoga et puis aussi pour simplement aller travailler, vivre sa vie normale, je dirais, sa vie familiale, sa vie sociale, en plus de cette pratique qui est extrêmement personnelle, qui est celle du yoga. Posons tout de suite la définition de ce qu'est une pratique de yoga. Ça aussi, vous le savez si vous suivez les épisodes du podcast depuis sa genèse. Le yoga, ce n'est pas que la posture, loin de là. C'est la partie que l'on voit de ce qu'est le yoga. C'est celle qui fait l'objet de multiples publications, à la fois sur Internet et puis sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram, mais il y a certainement et Facebook, et je rigole parce que alors là, ça va être un problème de génération, très certainement sur TikTok, etc. Mais je ne suis jamais allée sur TikTok, ça ne m'intéresse pas. Je vous dirais presque que d'ailleurs, sur Instagram et sur Facebook, c'est assez lassant également de ne voir que cette partie-là. Alors, les choses changent, certes, parce qu'on voit arriver de plus en plus de citations et puis des explications sur la partie philosophique. On a aussi toute une partie sur la méditation. Donc, le yoga, c'est quoi ? Le yoga, ça a plusieurs définitions. Avant de dire c'est quoi, le yoga, ça a plusieurs définitions. Une des définitions les plus courantes, parce que c'est celle que l'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est que le yoga, c'est l'arrêt de la fragmentation du mental. Ensuite, on peut le comprendre également comme une union complète du corps et du mental. Puis, on peut aussi le comprendre comme une fusion totale de ce que nous sommes avec ce qu'il y a autour de nous. Non pas en étant une partie, mais en étant déjà cette globalité-là. Selon les courants philosophiques que connaît l'Inde, le yoga a donc pris plusieurs teintes. En France, on a plutôt une compréhension mélangée de tout ça. Ce qui peut se comprendre puisque nous sommes en 2024 et que le yoga est très ancien. Je dirais 2500 ans, mais les dates en fait sont très variables. Mais ça existe depuis extrêmement longtemps. C'est donc la posture, parce que cette posture nous permet de saturer nos sens physiques. C'est la respiration, le contrôle de la respiration, parce que ce contrôle de la respiration permet de saturer le système respiratoire, qui est un autre de nos sens. On a ensuite une étape dans ce qu'on comprend dans l'Ashtanga Yoga de Patanjali, une étape de retrait des sens qui en fait vient clôturer ce qui s'est passé avec la posture
et la respiration, qui va permettre d'affiner de plus en plus la concentration, on va dire une espèce de concentration intermédiaire avant d'arriver sur une méditation complète. Le yoga est donc aussi une méditation. Il est, et c'est aussi un moyen de faire du yoga. Et puis vous avez ce qu'on appelle samadhi. Samadhi recouvre également beaucoup de sens. Et là, je vous invite à vous reporter à l'un des premiers épisodes que nous avions enregistré avec Maïmouna sur samadhi, l'enstase, le bonheur existe-t-il? Parce qu'on a une certaine tendance aussi en Occident à modifier un peu le sens des termes et à s'interroger sur ce qui nous concerne directement là maintenant, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, on a un temps pour faire tout ça. Quand on est prof de yoga à plein temps, c'est-à-dire dont c'est le métier, les professeurs de yoga essayent toujours en début de journée de se donner un temps pour faire ce qu'on appelle sa propre pratique. Bien entendu, entre les cours et puis aussi toutes les démarches administratives qu'un professionnel du yoga doit faire, et puis également après toutes les démarches, je vais dire de type commercial, publication sur les réseaux sociaux, s'entend publication de newsletters, etc. Quand on est un simple pratiquant, on a moins cette obligation, je dirais, morale. On se dit, moi, je dois pratiquer le yoga tous les jours. Quand on est mordu de la pratique physique, beaucoup de personnes vont l'intégrer dans leur routine quotidienne. Moi, je me situe dans un intervalle, personnellement, où je ne pratique pas forcément, c'est même sûr, je ne pratique pas tous les jours. Reportez-vous à l'un des derniers épisodes qu'on a fait sur le yoga et le sport, parce que je fais beaucoup de sport aussi à côté. Et puis, le travail prend beaucoup de temps, et quand on habite, quand on habite en ville, parce qu'il y a un peu plus d'embouteillage, ou quand on va travailler en ville, on perd aussi beaucoup de temps dans les transports en commun. Cependant, le yoga, c'est aussi une façon de vivre. Et donc, on a cette possibilité de ne plus déployer son tapis sur le sol et de vivre différemment le yoga, par la respiration quand on est dans le métro ou au volant de sa voiture. Peut-être aussi dans sa vie quotidienne, ses relations sociales avec ses collègues, sa famille, en essayant d'être plus ouvert, mais plus ouvert dans l'écoute, en voyant aussi comment on réagit dans les émotions, puisque une des choses qu'on essaye à atteindre avec le yoga, c'est aussi une zone d'équanimité, c'est-à-dire une zone dans laquelle on ne va pas surréagir à un événement, à une parole, que ce soit dans une réaction trop forte ou à l'inverse, pas de réaction du tout, complètement apathique. La lecture et l'ouverture font partie également de cette pratique du yoga. Alors je vous incite, quand vous n'avez pas le temps physiquement de faire une pratique de yoga, si vous n'avez même pas le temps d'ouvrir un livre qui pourrait être un support pour vous pour continuer
d'évoluer dans votre réflexion ou dans la façon de regarder le monde et de se regarder, vous avez toujours la possibilité de prendre 2 minutes pour respirer. Il en est de même pour la méditation. J'entends beaucoup de gens dire « Ah oui, je médite une demi-heure tous les jours et c'est super. » Mais si vous méditez que 5 minutes par jour, c'est super aussi. On fait chacun ce qu'on peut et c'est peut-être là le plus important. Ça n'enlève rien à, je dirais, à la notion de tapas que l'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali. Tapas, ça se traduit en partie par ascétisme. Ça se traduit également par le fait de se dédier à une pratique, d'être impliqué dans la pratique et de la faire régulièrement, tout le temps, de s'obliger aussi parfois. Cependant, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est un peu comme la flamme de la bougie dans le vent. Il y a des fois où la flamme est vive, longue, belle, oblongue. Et on peut donc s'adonner complètement à une longue méditation, à une longue pratique physique pendant plusieurs jours et pendant une longue période. Et puis, il y a les événements extérieurs de la vie. Pour diverses raisons, on peut ne plus avoir le temps. À ce moment-là, on essaye de faire de son mieux. Il y a toujours dans l'idée, de toute façon, de faire de son mieux aussi de se rendre grâce à soi-même. On ne fait pas ça pour les autres, on fait ça pour soi. C'est vrai que ça peut paraître être une activité égoïste. Mais en fait, le yoga, quand on lit les textes, rejette complètement la notion d'ego. D'ailleurs, on ne parle pas de jeu, qui est le principe, je dirais, d'individuation de la personne en tant que je, toi, eux, il, elle. On se perçoit de plus en plus comme un être, un soi. Alors, le yoga parle beaucoup du soi. Il se trouve que moi, j'ai un peu bifurqué sur, et même très nettement sur le bouddhisme pour ces réalités philosophiques. Et le soi n'est pas reconnu dans le bouddhisme. On reviendra dessus un jour. Mais en fait, pour vous expliquer un tout petit peu, beaucoup de gens pensent que le bouddhisme, parce que on reconnaît la vacuité des choses, fait qu'on annihile la totalité de ce qui existe et qu'il n'y a rien. Alors c'est pas tout à fait ça, en fait c'est une façon de détourner ce qui est la réalité du bouddhisme, et parce qu'on a beaucoup de mal à l'accepter, mais en fait pensez bien que le bouddhisme reconnaît chaque chose, en fait chaque atome, comme étant interdépendants les uns des autres. Moi, mon soi, n'est pas un soi individuel. C'est un soi qui est avec des autres, à tel point qu'en fait, il n'y a pas de soi distinctif, parce qu'il y a une codépendance, je vais dire, des choses, des concepts, de la matière, des atomes, et que donc une chose unique ne peut émerger. En outre, le soi est une chose qui est permanente. C'est un concept philosophique indien qui suppose une permanence. Ce que ne reconnaît pas le bouddhisme, c'est exactement l'inverse, c'est l'impermanence des choses. Ça, c'était le petit à côté.
Donc je vous invite dans votre vie de tous les jours à plutôt voir ce que vous pouvez faire qui est en relation avec le yoga. Par exemple, aujourd'hui pour moi, c'est de reprendre le micro et d'enregistrer ce podcast. Peut-être que j'aurai le temps de faire autre chose un peu plus tard, mais pour l'instant, je me dédie à cet enregistrement. Ce qui me permet de réfléchir aussi pour moi, de remettre peut-être les choses aussi en place, dans un ordre qui me convient. Donc, le yoga, c'est un concept aux multiples facettes. C'est un concept qui a énormément évolué dans le temps aussi. Et dites-vous bien que nous sommes à l'instant T. Et qu'à l'instant T-1, le yoga était déjà légèrement différent. Et qu'à l'instant T+1, le yoga sera différent. J'en veux pour preuve, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée, c'est l'évolution du yoga. Quand on regarde le yoga aux origines, le yoga n'était pas pratiqué par des femmes. Or, en Occident, je ne vais pas parler pour l'Inde parce que je n'en sais rien. Les femmes sont les principales personnes qui pratiquent le yoga. Le yoga reconnaît le système des castes à l'époque. Or, je pense que toujours pour les pratiquants occidentaux, et très probablement pour une frange importante de la population indienne, ce n'est plus le cas. Le yoga était d'abord pratiqué par des gens qui avaient la connaissance et puis par des ermites. Maintenant, nous enfilons tous des leggings pour nous rendre dans un studio ou à la maison. Et puis, dans certaines associations, je ne vais pas dire que c'est répandu parce que ça serait mentir, on essaye de faire accéder le yoga à l'intégralité de la population, quelle que soit la religion, le quartier, le niveau social, le niveau de richesse. Le yoga se rencontre également dans les écoles, dans les maisons de retraite et dans les prisons et dans les entreprises. Le yoga évolue donc et vous avez déjà vu quand je vous ai parlé des différentes significations du yoga que celui-ci avait évolué. Et forcément, celui-ci, surtout celui qu'on connaît nous, et c'est très important, on y a mis des concepts complètement occidentaux. On réfléchit à la partie somatique, à l'anatomie. On y rajoute en fait ce que nous connaissons de notre philosophie à nous, la philosophie grecque, la philosophie latine. On a même des personnes qui pensent à l'idée de politiser le yoga. Il y a une espèce de courant, une sorte de courant, on va dire politique dans le sens des idées qui tend à réfléchir, à dire, mais le yoga est aussi un moyen de revendiquer des choses, ce qui est vrai aussi. On peut ne pas être d'accord, mais c'est une tendance. Alors après, vous allez découvrir différents styles de yoga. La seule chose où moi, par exemple, je suis complètement contre, c'est, par exemple, l'utilisation de shio et de cha pendant la pratique de yoga. Je ne parle même pas des chèvres ou de la bière. C'est-à-dire des choses qui sortent complètement, où en fait c'est de l'habillage, il faut être honnête. Il ne s'agit pas de faire du yoga, il s'agit de partager un moment avec des animaux. Alors je ne parle même pas des conditions dans lesquelles ces animaux sont mis entre les mains d'autres personnes en termes de bien-être animal. On peut vraiment se poser la question.
Et là, je vous renvoie, si vous n'en avez jamais eu l'occasion, au compte Instagram Balance ton yoga, qui certes, sous le terme Balance ton yoga, peut paraître très dur, très revendicatif, mais dont les témoignages sont très éclairants et surtout apportent en fait une autre lumière sur des choses que peut-être on ignore. Et c'est important de voir toute la réalité. C'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'il faut fermer les yeux sur la réalité intégrale de ce qu'est cette chose. Le courant sectaire existe dans le yoga. Les viols existent dans le yoga. Dans le monde du yoga. Le yoga en tant que tel n'en parle pas. Dans le monde du yoga et de ce qu'on veut bien comprendre. Je voulais aussi vous parler de l'importance du yoga, cette fois-ci dans notre monde moderne. Ce que peut nous apporter la pratique du yoga pour nous, qui sommes soumis à un rythme de travail qui est tout aussi abrutissant que celui qu'ont connu les ouvriers, que connaissent encore les ouvriers de toute façon. Certes, ce n'est pas la même chose du point de vue physique, je suis entièrement d'accord, et de l'espérance de vie, ça n'a strictement rien à voir. Mais il y a ce qu'on appelle le stress. Le stress se manifeste de différentes façons. D'abord, qu'est-ce que le stress ? Le stress est une réponse physique du corps à un événement plutôt extérieur. À un événement physique, à un événement visuel ou à un événement auditif, donc à la parole, aux mots que l'on peut utiliser. Et je vais vous donner différents exemples. Vous avez d'abord le trauma physique. Vous avez été blessé, violenté, violé. On vous a tapé dessus. Ça va créer une réponse dans le corps de peur. Et le corps apprend à se protéger par rapport à ça. Plus ou moins. Le corps se fige. C'est le stress, c'est un stress. Ce n'est pas la définition du stress telle qu'on la connaît actuellement, mais ça en fait partie. Vous avez le stress quand on regarde des choses, une scène violente. On assiste à des scènes de guerre. Je pense notamment aux vétérans de guerre qui souffrent beaucoup, pour ce qui les concerne, de trauma, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Et puis aussi le stress du corps par rapport à la parole. Une parole qui est dite de façon plus ou moins anodine, qui va peut-être créer en vous une réaction. Et pas une réaction d'épanouissement, mais l'inverse. Ça se passe comment ? Eh bien, simplement, le corps, vous savez, a 3 facultés, ou plutôt on a catégorisé 3 facultés pour le corps de répondre au stress, qui est également observée chez les animaux. Vous avez celle de rester figé, l'état de figement, sur place. La peur nous saisit et on ne peut plus bouger. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous êtes en train de faire un cauchemar et que vous ne pouvez plus bouger. Vous sentez alors 2 choses. Votre corps sue, vous avez chaud, vous tremblez et vous entendez les battements du cœur s'accélérer. Et vous ne pouvez rien faire. Même peut-être les cris se figent dans la gorge. On est complètement tétanisé. Le corps ne peut plus réagir du tout. Toutes les commandes intérieures ont sauté. Le cerveau n'est plus en mesure de donner
un ordre aux muscles pour bouger, pour fuir, qui est la deuxième réaction par rapport au stress. Parfois, on dit pour ma santé mentale, il vaut mieux que je me retire, que je change de travail, que je change de studio. C'est la réaction de fuite. La réaction de fuite n'est pas négative. C'est justement la réaction qu'on a pour éviter de se mettre en danger. Elle est salvatrice. À ce moment-là, la première réaction où on était figé, en fait, n'arrive pas à son maximum et le cerveau est en mesure de 1. Augmenter les battements du cœur pour donner de l'énergie pour courir. Accélérer la respiration parce que le cœur va avoir besoin d'un gros apport d'oxygène pour courir. Toutes les autres réactions sont mises en stand-by dans le corps. Et puis vous avez la troisième façon de faire, troisième réponse au stress, c'est combattre. C'est aller au choc. Et à ce moment-là, on part de la deuxième réaction du corps et cette fois-ci, le cerveau va dire attaque, défends-toi. On ne peut pas vraiment décider comme ça, dire oui, moi devant cette situation, je ferai ça. Je vous mets au défi d'assister à un accident et d'agir. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de personne très forte, c'est simplement notre capacité qui existe en nous, en chacun de nous, de réagir à un événement. À quoi va servir le yoga ? Dans la partie physique, le yoga va peut-être permettre de détendre le corps, de retrouver de la mobilité. C'est pour ça que vous voyez beaucoup maintenant d'ateliers qui parlent de mobilité fonctionnelle dans le yoga. Il faut savoir que le yoga est par définition mobile, puisqu'on bouge, fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va modifier peu ou prou les postures pour vous faire sentir les choses. Par exemple, le Forest Yoga fait partie de cette branche-là où on tient compte du corps de chacune des personnes et on adapte les postures au corps de chaque personne. On leur donne éventuellement des astuces et des accessoires pour accéder à des parties du corps qui jusque-là étaient contraintes, figées, qu'on ne sentait plus du tout. Et l'objectif de cette pratique, c'est de prendre soin de son corps, de devenir un véritable acteur de la santé physique, mais j'allais aussi vous dire émotionnelle pour d'autres raisons, de la santé physique du corps. La respiration va vous aider à gérer la montée de stress. C'est-à-dire qu'au lieu de haleter ce qui se passe quand on est stressé, on respire très vite, on a le cœur qui bat vite, la respiration reste bloquée au niveau de la poitrine, on va apprendre à allonger le souffle, à travailler sur des flux respiratoires entre la narine droite et la narine gauche avec des rétentions. Rétention à poumon plein, rétention poumon vide. Le tout étant d'arriver à calmer par la respiration et le mouvement du diaphragme qui est le principal muscle de la respiration, à masser le cœur pour le calmer, à masser les intestins pour qu'ils se détendent. Le yoga va peut-être aussi vous permettre de désinhiber certains gestes. Par exemple, on ne se masse pas ou très rarement soi-même. Porter les mains sur son visage, sur son abdomen, son dos et masser. Pour beaucoup de raisons, parce qu'on pense à l'aspect esthétique, alors qu'il y a un véritable aspect bien-être. La méditation permet d'accéder progressivement et peut-être sur un long temps, ça va dépendre de chacun, à
un état d'équanimité, plus ou moins, et qui va durer plus ou moins longtemps. Je vais vous raconter deux choses, ce qui va me permettre après de parler d'un troisième thème dont j'avais envie de vous parler. Je suis fonctionnaire. Alors les gens ont l'impression que parce que je ne suis fonctionnaire, je ne fous rien, que je n'ai pas des heures de travail à effectuer. Et que forcément, toutes les autres personnes travaillent plus que moi. Je suis fonctionnaire et je suis prof de yoga. J'écris un blog, je tiens ce podcast. Je suis une maman et je suis une femme. Je travaille tout autant que toutes les autres personnes. Alors quand quelqu'un me dit « Ah, tu donnes tes cours, mais moi je travaille », je réponds « Mais moi aussi je travaille ». Et ça heurte. Alors, soyons précis, je vous parlais tout à l'heure des termes. Je comprends bien que la personne, ce qu'elle veut me dire, c'est que pendant l'heure où moi je donne le cours, elle n'est pas disponible. Parce que à ce moment-là, son travail ne lui permet pas de venir au cours. Ce que je comprends. C'est la même chose pour moi. Je ne peux pas aller à certains cours parce que c'est les moments où je travaille. Mais ce n'est pas moi je travaille. C'est très blessant de s'entendre dire ça. Et moi, je m'insurge sur ça. Parce que d'abord, c'est comme d'habitude en France, opposer le secteur du privé au secteur du public, sous-entendu que le secteur du public, j'allais être vulgaire, je ne vais pas l'être, ne travaille pas. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Vous verriez ma tête aujourd'hui, vous comprendriez que j'ai fait un certain nombre d'heures hallucinants et que quand je travaillais quand vous étiez en train de dormir. Donc ça, le pouvoir des mots est important. On apprend, pas en étant que prof de yoga, bien sûr qu'on nous apprend ensuite des formations pour ça. On intègre avec le temps une certaine façon de parler, on essaye de réfléchir. Mais ce n'est pas vrai tout le temps, parce que ma réaction est assez immédiate quand on me dit ça. Et là, je ne suis plus du tout en état d'équanimité. Je vais répondre, je vais dire, mais moi aussi, je travaille. Et je vais, en fait, c'est une façon de se protéger. Et certes, ce n'est pas très yogique. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui me disent que je ne suis pas très yoga, mais ça ne veut rien dire être très yoga. Et c'est un peu facile parce que de leur part, c'est aussi une réponse pour se protéger. C'est difficile d'être dans l'état de yoga tout le temps. C'est même quasi impossible dans nos sociétés modernes. On essaye, moi je dirais que c'est déjà pas mal, on essaye de faire de son mieux et on échoue. Moi j'échoue. Et je recommence. C'est ce que j'appellerais tapas du coup. Je ne prétends pas être arrivée à samadhi, c'est pas le cas. Mais je sais aussi me contenter de ce que j'ai et de reconnaître quand ça marche pas et quand ça marche. Et puis aussi, en fait, l'état de yoga, ou plutôt la pratique du yoga dans toutes ses composantes, nous apprend progressivement en fait à d'abord reconnaître les choses émotionnellement. Quand vous êtes justement dans cette opposition, peut-être que les mots vont sortir, mais ensuite je sais que moi je me rends compte de ce que j'ai dit. Et ça mouline dans la tête. Et je me dis mince, j'ai pas réussi à respirer pour écouter la personne qui est en train de m'adresser sa parole et pour reconnaître que cela ne me concernait pas. Cependant, c'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on a complètement les yeux tournés vers quelque chose, une espèce de nirvana, un paradis artificiel, et qu'on n'est pas inscrit dans la société. Je vous ai parlé de ces personnes qui pratiquent le yoga, qui sont très engagées dans la société. Vous avez des associations qui cherchent à développer le yoga parmi des populations qui ne pensent même pas que le yoga existe et qui peut s'adresser aussi à elles.
des cours complètement bénévoles également, où on donne du temps aux autres. C'est aussi un aspect du yoga, c'est aussi un aspect de la façon d'être dans le monde. Ça ressemble aussi beaucoup au bouddhisme, où en fait, dans le bouddhisme, on essaye d'atteindre l'état d'éveil, mais en souhaitant que celui-ci fonctionne pour les autres. Donc on a une espèce de compassion, ça c'est pas une espèce, c'est la compassion, et on agit pour le bien-être de tous. Donc ces personnes politisées qui pensent, je dis politisées parce qu'il y a une action dans l'espace public, la cité. Ces personnes, quand elles agissent dans le sens du bien-être pour toutes les autres. Un professeur de yoga n'agit pas que pour lui, il agit parce qu'il a envie que les autres personnes connaissent ce que lui-même connaît, enfin ce qu'elle-même connaît, parce que c'est extrêmement féminisé. Enfin, il y a la notion d'engagement. Cette notion d'engagement, pour être très honnête, ça fait des mois que j'y pense. Je donne très peu de cours. Et en fait, ce qui m'importe le plus, parce que c'est des périodes où j'ai, moi, plus la possibilité aussi de m'exprimer, c'est de donner mes ateliers. Pendant 2 ans, j'ai ramé, c'est le cas de le dire, pour avoir des gens qui viennent à mes ateliers. La location d'une salle, on en a déjà parlé, ça coûte cher. Tout comme je n'ai pas envie de faire des cours, des ateliers de yoga chers, parce qu'on est dans un contexte économique complexe, parce que ce n'est pas mon moyen de subsistance. Mais toujours est-il que ce sont mes amis, c'est mes copines qui venaient à mes cours. Et puis petit à petit, grâce aux bouches à oreille de mes amis qui ont amené une autre amie ou plusieurs amis, le nombre de personnes qui sont venues à mes ateliers ont augmenté. Oh, je ne remplis pas une salle de 30 personnes, loin de là. Mais, en tout cas hier c'était le cas puisque j'ai donné 2 ateliers. J'étais vraiment satisfaite du nombre de personnes qui étaient avec moi, des gens que j'apprécie beaucoup aussi, parce que selon moi il y a une relation qui s'établit. Alors c'est sûr que c'est facile pour moi parce que j'ai pas beaucoup d'élèves, donc il y a des relations amicales qui se tissent. Mais ce que je voulais dire, c'était parler de la notion d'engagement. Quand un professeur s'engage à donner un cours, il donne le cours. On peut parfois devoir annuler au dernier moment parce que la voiture tombe en panne et on ne pourra pas arriver à l'heure au cours. Ou parce qu'on est vraiment très malade et on ne peut pas donner le cours. Pendant très longtemps, j'ai eu des personnes qui se sont inscrites et qui se désinscrivent au dernier moment. Ou qui ne viennent pas, qui ne me disent rien. Ou des personnes qui m'envoient des messages en me disant « Ah, Caro, tiens-moi au courant du prochain atelier, je viendrai. » J'envoie des messages donc 1 fois par mois, 2 fois par mois, pendant 1 an, et puis j'ai pas de réponse. Quand une personne s'engage, s'inscrire à un cours de yoga, à un atelier de yoga, c'est un engagement, certes pas vital, mais c'est un engagement de personne à personne. Le yoga, souvenez-vous, c'est une relation de cœur à cœur. Alors, c'est d'abord votre cœur avec le cœur du yoga, bien entendu, mais il y a aussi avec le professeur qui se retrouve à jongler avec son emploi du temps, avec tous les mails ou les textos reçus, pour satisfaire tout le monde. Bien sûr qu'on comprend quand un élève est malade, quand vraiment il y a la garde des enfants est devenue impossible au dernier moment, ou
que la personne doit un rendez-vous professionnel imposé où on n'a pas la faculté de se déplacer. Mais bien entendu, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi par simple convenance personnelle. Alors, on est dans une société, j'en ai déjà parlé, c'est un de mes sujets favoris, sur ce contexte néolibéral où c'est du chacun pour soi. Je ne conteste pas on vit dans cette société-là. Moi, ce que je vous dis, c'est que la pratique du yoga doit vous permettre justement de modifier ce rapport à l'autre de telle façon qu'on respecte l'autre. Les annulations de dernier moment existeront toujours. Quand je m'inscris quelque part, ce qui est vrai qui est relativement rare, mais quand je m'inscris, même si je suis fatiguée, j'y vais. C'est un engagement de ma part. C'est un engagement de ma part vis-à-vis du professeur et puis en fait vis-à-vis de moi-même. De ne pas rater ce rendez-vous que je me suis fixé avec moi-même. Vous me direz, oui, mais moi j'aime bien faire du yoga parce que j'ai pris l'habitude de faire du yoga sur Zoom, sur Internet, et puis je le fais quand je veux et tout. Oui, c'est bien. Moi aussi. C'est bien parce qu'effectivement, vous pouvez l'accommoder au moment où vous voulez, mais parce que vous n'avez personne en face, il n'y a pas la relation avec l'autre. Donc réfléchissez à cette notion d'engagement. On ne se marie pas ensemble, on est d'accord. Mais il y a un respect. Je respecte mes élèves quand ils viennent. Et j'essaye de respecter ma parole également. L'engagement, ça fait partie du yoga. C'est tapas. Tapas, vous pouvez lui donner beaucoup de définitions. En tout cas, vous pouvez utiliser beaucoup de mots pour le définir parce qu'il a différents aspects. Alors, je vous invite aujourd'hui, après l'écoute de ce podcast, c'est de réfléchir à tapas. Tapas sous sa forme d'implication, d'engagement. Tapas sous le terme de ascétisme, le feu, tapas. Bref, sur la façon dont vous faites vos postures, si vous faites venir de la chaleur dans votre corps, comment vous faites les postures, comment vous engagez vis-à-vis de vous-même. Et puis à voir quand ça marche pas, vous avez failli. À en faire le constat, sans vous culpabiliser non plus, ce n'est pas l'objectif pour les personnes qui m'écoutent, mais c'est simplement se rendre compte pour s'améliorer, encore une fois, un peu plus en avant. Parce que le yoga, c'est ça, c'est un chemin, toujours vers l'avant. Eh bien écoutez, j'espère que ce podcast, ce nouvel épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à partager. Très honnêtement, la pub que je fais sur Facebook, Instagram, ça marche pas. Je veux dire par là que j'ai essayé, c'est que vous. Le succès du podcast, entre guillemets, si on peut parler de succès, ou plutôt le fait que ce podcast existe, c'est à vous que je le dois. C'est à vous qui me demandez, mais quand est-ce que tu fais un nouvel épisode ? On aimait bien. D'abord parce que ça fait plaisir à l'ego, faut être honnête, mais aussi parce que on se dit que ce à quoi on pense rencontre les pensées d'autres personnes et ça stimule. Moi, j'aime beaucoup écouter les podcasts.
et ça stimule, ça fait avancer. Alors j'espère que ça vous aura permis d'avancer un tout petit peu, de nourrir votre propre réflexion. Cela n'a que cet objectif. Et je vous souhaite une excellente journée. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.